Voilà, sur ce plateau, Papi Tamba, il est également analyste politique, lui il est du PPRD, il est de la diaspora également, mais qui réfléchit beaucoup sur la situation de la République démocratique du Congo, ce pays qui est aujourd'hui victime d'une mutinerie. Pour certains, on parle du complot international. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Vous soutenez également cette thèse du complot international contre la République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut relativiser. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est? C'est réellement une mutinerie ou c'est le voisin qui est réellement derrière ça? Non, je pense qu'en ce moment précis, si je dis que nous devons relativiser, nous ne devons pas résoudre la crise actuelle en considérant la panoplie des problèmes que nous vivons dans l'Est. Aujourd'hui, essayons de circonscrire la crise par rapport au problème réel qui est présent et actuel. Aujourd'hui, nous avons un ennemi qui est clairement identifié. Non pas seulement par des Congolais, mais c'est un ennemi qui est identifié même par des organisations internationales et même par certains États amis. Donc ne nous voilons pas la face, il faut pas que nous puissions maintenant nous écarter de ces chemins-là. Nous devons maintenant nous orienter vers cet ennemi qui est notre ennemi commun et je pense que ça devait maintenant constituer pour nous les Congolais un motif de nous unir davantage. Alors, la mobilisation, le gouvernement a parlé de la mobilisation de tout un peuple. Alors, quelle attitude doit avoir ce peuple en ce moment? Mon interlocuteur qui vous a précédé dit qu'il faut que le gouvernement arrive d'abord à convaincre ce peuple, afin que ce peuple ne puisse s'allier justement à cette mobilisation générale. Ce sont des discours que j'ai un peu que déplorer, et ce sont des discours que je qualifierais, permettez-moi les propos, d'assez irresponsables. Ce n'est pas une insulte, mais si j'essaye d'utiliser ces mots-là parce que ce genre de propos ne devraient pas être tenus en ces moments précis. Moi, je crois que quand ça brille à la maison, on éteint le feu d'abord. On ne pose pas de questions pour savoir est-ce qu'il faut-il convaincre d'abord les gens pour qu'ils puissent aider d'abord à éteindre le feu. S'il y a des problèmes sur le plan interne qui pourraient nous concerner et qui pourraient constituer l'objet des débats, l'objet de certaines analyses, faisons-les après. Pour aujourd'hui, nous savons qu'il y a l'armée et les FARDC qui sont mobilisés sur le terrain. Il y a le gouvernement qui n'essaie de ménager aucun effort sur le terrain diplomatique, qui fait ce qu'il faut. Nous avons encore en mémoire, hier, nous l'avons tous suivi, que le chef de l'État avait réussi, celui de la part des États-Unis qui est considéré comme étant les responsables de la sécurité dans la région. Nous avons entendu ces propos. Walclay, conseiller principal. Voilà. Devant la nation congolaise, il nous a donné la position des États-Unis d'Amérique, qui est un pays ami, mais de surcroît une grande puissance et membre du Conseil de sécurité. La voix des États-Unis n'est pas rien. Donc nous savons aujourd'hui que lorsqu'il faut parler de cette crise, on sait à qui il faut s'adresser. Si les armes devaient être orientées quelque part, nous savons vers qui. Donc nous ne devons pas maintenant aujourd'hui commencer encore à gloser sur des considérations secondaires. C'est surtout à essayer de faire de cette affaire un fonds de commerce politique. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Alors, vous parlez de l'ennemi connu par tous, il faut le citer, le Rwanda connu par tous. Mais pourquoi le Rwanda nous en voudrait autant jusqu'à ce point? Puisque s'il faut parler depuis 1994 jusqu'à ce jour, la plupart des flèches qui nous sont tirées ne nous viennent que de ce pays voisin, avec qui peut-être les frontières physiques, parfois on dit, ont du mal à se faire repérer. Non, il y a des problèmes qu'il faut considérer et nous n'arrêterons pas de les répéter. Le premier problème, c'est que nous avons une même histoire coloniale. Ça, c'est important. Donc, ça crée déjà un problème de cohabitation et ça crée un autre problème, c'est qu'il y a des autochtones, c'est-à-dire il y a la population d'un pays qui a été exportée vers un autre pays. Ça, c'est vers les années 20 et les années 30. Et ils ont été exportés dans la zone frontalière. Mais il y a un deuxième problème qu'il faut considérer aussi, c'est qu'il y a une difficile cohabitation à l'intérieur même du Rwanda entre deux ethnies. Il y a l'ethnie Tutsi et il y a l'ethnie Hutu qui chez eux ne s'entendent pas. Ce que nous vivons aujourd'hui, les effets collatéraux de leur guerre tribale, nous ne les vivons pas pour la première fois dans notre pays. Je pense que vers les années 62, 1962, nous avons, vers les années 59 jusqu'aux années 62, nous avons aussi vécu ces effets collatéraux par rapport à ce qui s'est passé chez eux. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a les Rwandais qui peuvent maintenant être aux alentours, par exemple, du Rwanda,
qui s'invite aussi dans ces combats idéologiques, un combat de positionnement sur le plan interne, et dont la RDC devient un théâtre. Et parce que la RDC devient un théâtre, il y a maintenant certains de ces Rwandais qui voudraient maintenant se sentir mieux en RDC. Mais s'ils veulent se sentir mieux en RDC, ce n'est pas en venant respecter d'abord les autochtones, se soumettre à la volonté des autochtones, mais ils viennent avec la détermination d'occuper une partie de notre territoire. Monsieur le journaliste, en 1994, puis exactement le 6 avril, après les génocides, plutôt après l'assassinat du président Habyarimana, les Rwandais ont émigré sur notre territoire. Vous savez à combien? 1 800 000. Et c'était sur demande de la communauté internationale. J'ai dit bien 1 800 000. La communauté internationale au niveau de l'ONU, la branche de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, par exemple, c'était attelé pour essayer de les encadrer. Mais lorsque les gens s'émigrent par rapport à la guerre, il n'y a pas de volonté, c'est qu'ils se déplacent. Ils se sont déplacés, ils étaient 1 800 000. 1 800 000 sont venus armés. Mais ils sont venus avec une détermination d'occuper notre espace. Et je veux vous dire que ce n'étaient pas des Tutsis, c'était des Hutus. Ces gens-là qui sont venus, qui ont commencé à se livrer à l'abattage des arbres, par exemple, ils sont des Hutus. Ces gens qui sont venus ici, par exemple, et qui ont commencé à attaquer notre faune, notre flore, et même des personnes qui ont trouvé ces places, jusqu'à l'assassinat de certains chefs coutumiers, c'était des Hutus. Donc, quelle est cette logique que nous constatons aujourd'hui, que nous essayons d'entendre, surtout beaucoup plus dans l'espace Internet, de la part de certains politiciens congolais, qui veulent faire l'apologie des Hutus, en considérant plutôt que s'il y a un problème ethnique au Rwanda, et que les Tutsis doivent être indexés, parce que les Hutus seraient les frères des Bantous. N'entrons pas dans ce jeu-là ridicule et stérile. C'est un jeu extrêmement dangereux. Parce que ni les Hutus, ni les Tutsis ne sont en odeur de sainteté par rapport à ce qui se passe dans notre territoire. Donc notre problème, c'est un problème d'État à État. Okay. La RDC avec le Rwanda. Si les Rwandais ont un problème de difficile cohabitation entre eux, qu'ils les règlent chez eux, la RDC ne doit pas indéfiniment être le théâtre des désordres rwandais. Mais en ce moment, la situation qui se vit, c'est qu'il y a une mutinerie soutenue par le Rwanda. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de payer, de subir quand même plusieurs dommages. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Diplomatie, faire la guerre au cas où la RDC, par exemple, arrive à prendre le dessus sur les mutins. Quelle est l'attitude face à son voisin, le Rwanda? Il faut analyser là-dessus. Face au Rwanda, le chef de l'État était clair dans son adresse à la nation, dans son discours du 30 juin. Il y a déjà un front militaire qui est sur le terrain. Donc on n'est pas en train de dire qu'on va rappeler les troupes. En même temps que l'action militaire va se poursuivre sur le terrain, mais à côté, il y a la diplomatie. Par exemple, la réception hier, que le chef de l'État dont j'essaie de parler ici, de l'émissaire américain, était importante aussi. Donc ça veut dire que nous avons les deux fronts. Il y a les fronts militaires et les fronts diplomatiques. Mais maintenant, il y a un troisième front qui doit être maintenant intensifié. C'est maintenant ce qu'on appelle la guerre médiatique, la guerre psychologique. Et on nous reproche ça énormément. On a beaucoup parlé avec des amis sur les réseaux sociaux. On nous reproche ça. Beaucoup d'amis de la diaspora qui soutiennent encore le pays, qui pensent encore au pays, se disent que sur le plan médiatique, c'est pas réellement ce qu'ils veulent. Parce qu'on voit c'est pourquoi je vais essayer de marteler là-dessus. Moi, je parle de l'aspect médiatique maintenant. L'aspect médiatique n'est pas l'aspect diplomatique. Si nous réussissons sur le plan diplomatique, nous devons les reconnaître et toute proportion garder que la voix de la RDC en tant que victime, à ce jour, n'est pas assez entendue. C'est l'occasion pour nous maintenant pour interpeller l'autorité. Pour maintenant que nous puissions comprendre qu'à ce stade précis, l'autorité congolaise doit essayer de manager les choses de manière à ce que la voix de la RDC soit entendue dans tous les différents réseaux. Parce que les Rwandais, pour nous qui avons un peu l'habitude d'aller dans cet espace, surtout beaucoup plus numérique, nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Un mensonge plusieurs fois répété, ça risque de devenir la norme. Aujourd'hui, ils reprennent la tactique qu'ils ont toujours eue par avant pour parler encore de la déstabilisation dont ils seraient victimes en tant que pays, par exemple, de la RDC qui veut être d'intelligence avec les FARDC. Ce qui est un faux.
Mais face à ces fronts-là, devons-nous continuer à nous taire pour dire seulement que nous avons l'avantage diplomatique, ou nous devons maintenant considérer qu'il faut encore mobiliser les troupes sur le terrain pour dire partout que les Rwandais sont en train de mentir. Pour dire que partout où nous passons et que les discours du Rwanda, par exemple, c'est un discours qui n'est pas un discours qu'on peut essayer de retenir. Parce que je vais dire une chose que j'ai toujours eu l'habitude de répéter, qu'il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda. Au moment où nous sommes en train de parler, les Rwandais ne peuvent accuser la RDC d'aucune invasion. Il n'y a aucun militaire derrière un mouvement par exemple rebelle au Rwanda pour déstabiliser le Rwanda. Il y a des militaires rwandais sur notre territoire pour être derrière une rébellion que nous accusons, où nous pouvons dénoncer malheureusement certaines une information complicités. aussi confirmée par le gouverneur ce matin qui disait que les armes qui retentissent là ne sont pas réellement des armes qui auraient appartenu au FARDC, que les mutins avaient emportées. Non, mais bien entendu, les armes sophistiquées qu'ils ont utilisées sur le terrain pour essayer d'attaquer les nôtres. Heureusement qu'aujourd'hui, je peux encore dire aussi à la nation congolaise que nous venons de l'apprendre. Que nous venons d'apprendre aujourd'hui, redoutant peut-être une attaque, une riposte de l'armée congolaise, que ces mêmes mutins se sont retranchés de Rutshuru. C'est-à-dire qu'ils ont quitté Rutshuru, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais d'où viendrait la base arrière de ces gens qui sont retranchés dans un espace de quelques kilomètres? Où peuvent-ils se ravitailler? Aujourd'hui, pendant que nous savons tous que le Rwanda est indexé, mais continuons à le dire. Continuons à le dire. Allons dans ce front-là médiatique maintenant pour que nous ne puissions pas voir un renversement des tendances. Alors, conservons l'avantage que nous avons. Alors, dernière question. Après, si jamais la situation arrivait à se rétablir, quelle attitude doit aujourd'hui avoir ou devrait avoir peut-être plus tard la RDC face à son voisin, puisque vous avez révélé ici depuis 1962, c'est une récurrence quand même de cette situation. Quelle attitude le pays, la RDC devrait avoir face à son voisin? Moi, je pense que nous devons essayer de répondre courageusement, je dis bien courageusement, à certaines questions. Premièrement, au niveau de ces coins-là, les problèmes de la nationalité, c'est un problème qui doit être clairement défini. Il est inadmissible, je dis bien inadmissible, de constater que nous devons toujours vivre dans une certaine supercherie, où des gens peuvent se considérer comme étant congolais parce qu'ayant émigré depuis 3 générations, c'est-à-dire je parle de leurs parents, pour que lorsqu'il s'agit de bénéficier de certains avantages, ils se disent être congolais, jusqu'à ce qu'on puisse les accepter et les intégrer dans l'armée et occuper certains postes de responsabilité qui ne sont pas des postes, des postes qu'ils occupent qui ne sont pas rien. Mais lorsqu'ils sont mis en difficulté, que ces mêmes personnes réclament leur appartenance à la nation rwandaise. D'accord, c'est ça. Donc là, je pense que cette question doit être résolue et il faut beaucoup de courage. Ok. Ça, c'est un premier point. Rapidement, plus par la suite de temps. Nous sommes arrivés à la fin. Non. Si vous avez une autre option à donner, vous pouvez rapidement la donner. Non, nous sommes arrivés à la fin parce que maintenant, il faut toujours continuer dans les processus de la paix, mais en redéfinissant les cahiers des charges. La RDC doit être ce pays maintenant qui doit inspirer le respect. Pour inspirer le respect, commençons maintenant par refonder l'armée et dans les processus de la refondation. Mais maintenant, le problème n'est plus seulement le problème de la dimension de l'armée. C'est maintenant le problème des acteurs qui dirigent cette armée. Voilà. Merci beaucoup, Papi Tamba. Vous avez parlé de revisiter un peu cette problématique de nationalité et surtout de la refondation d'une très grande armée, les FARDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va prendre le troisième invité de ce matin. On n'a plus assez de temps. Il s'appelle Steve Biladi. Il est vainqueur du concours 100% Break.